Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre la cristallisation fractionnée et les roches qui en découlent dans un volcan effusif, que ce soit de dorsale ou en surface. Vous êtes prêts? C'est parti. La dorsale est une chaîne de volcans qui sépare deux plaques et elle est à l'origine de la formation de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique est l'association de la croûte océanique formée de gabbro et de basalte et d'une partie de péridotite du manteau supérieur qui sera rigide et représentée ici en vert clair sur le dessin. Donc la chambre magmatique d'une dorsale océanique va être alimentée par un magma provenant de la fusion partielle de la roche mantélique, une péridotite qui est une lherzolite. Ce magma en fusion va pénétrer dans la chambre magmatique et au contact des parois plus froides va se refroidir et subir ce qu'on appelle une cristallisation fractionnée qui va être à l'origine de différentes roches et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo en étudiant les roches. Alors nous allons commencer avec cette péridotite mantélique, cette lherzolite, qui est constituée d'une pâte appelée la mésostase qui est noire. On distingue des gros cristaux qui ressemblent à de l'olivine. Donc c'en est, effectivement, c'est une forme qu'on trouve dans le manteau. Donc c'est cette roche qui va entrer en fusion partielle et être à l'origine du magma que l'on va trouver dans les dorsales océaniques. Donc la fusion, je dis bien partielle, parce que ce n'est pas la totalité de la roche qui fond. On va avoir juste une partie et on va donc avoir un magma qui va rentrer dans la chambre magmatique. Alors, que va-t-il se passer dans cette chambre magmatique puisqu'on sait que la croûte océanique est constituée de gabbro, de dikes et ces dikes sont basaltiques. Or, on sait qu'un gabbro est constitué de roches entièrement grenues, c'est-à-dire constitué uniquement de cristaux, alors que le basalte, lui, va être constitué d'une pâte dans laquelle il y aura quelques cristaux formés de plus ou moins grande taille. C'est-à-dire, finalement, une partie de la roche qui sera cristallisée et une partie non cristallisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cristallisé et non cristallisé? Qu'est-ce que c'est qu'un magma? Un magma, c'est un ensemble d'éléments chimiques qui ne sont pas associés les uns aux autres à cause de la chaleur. D'accord? Toutes les liaisons sont cassées. On a donc une soupe d'éléments chimiques. À partir du moment où le magma va refroidir, les liaisons vont pouvoir se former et certains minéraux vont pouvoir se créer. Alors un minéral, qu'est-ce que c'est? Un minéral, c'est une association d'éléments chimiques et ça va donner, s'il a la place pour se former et le temps qu'on lui laisse, il va former un cristal. Quand il arrive dans la chambre magmatique, il va commencer à refroidir et les premiers minéraux à se former, les premières associations d'éléments chimiques, c'est l'olivine. Et donc on va avoir ici, au contact des parois qui sont froides de la chambre magmatique, formation d'olivine. Et on va avoir donc un cumulat. Donc notre magma, il passe au centre, hop, il redescend sur les côtés. Et en descendant sur les côtés, il touche les parois qui sont froides, puisqu'ici la croûte elle est froide. Hein. N'oubliez pas qu'un magma, en moyenne, c'est 1500 degrés Celsius. Donc il arrive ici, il va descendre vers les 1200-1300. Il va donc refroidir au contact de la croûte qui est froide. Et on va avoir donc formation des premiers minéraux. On va avoir des cumulats d'olivine qu'on appelle des dunites. Ainsi, sur cet échantillon de dunite, c'est-à-dire un cumulat d'olivine, on ne distingue que des cristaux d'olivine. Si on fait une lame mince et qu'on passe au microscope polarisant en lumière analysée, on observe uniquement des cristaux d'olivine de toutes les couleurs. Les minéraux suivants à se former sont les pyroxènes, qui vont avoir plutôt une couleur noire. Alors, on peut avoir formation des deux en même temps. Hein, on n'est pas à des tranches nette et brutale. On peut avoir des niveaux où on aura encore à la fois de l'olivine et du pyroxène, puis progressivement on n'aura que du pyroxène. Et bien souvent on les retrouve mélangés ensemble. Donc ici un cumulat d'olivine et de pyroxène, c'est une dunite, donc l'olivine en vert, pyroxène en noir. On peut avoir une proportion de pyroxène plus importante, on est toujours dans une dunite, plus de pyroxène que d'olivine, on parlerait de pyroxénite. On a un diagramme qui nous permet de savoir en fonction de la température quel minéral va se former. Donc par exemple, l'olivine,
qui va commencer à se former à des températures supérieures à 1200 degrés. Dès qu'on va arriver vers les 1100 degrés, elle va arrêter de se former. Les pyroxènes ont commencé vers les 1200 degrés. Ils peuvent encore se former vers les 950-980 degrés. Puis ils arrêtent de se former. Après, ce sont les amphiboles, vous voyez, qui prennent le relais. Donc on a quasiment toujours deux minéraux qui peuvent se former en même temps en fonction de la température. Donc au fur et à mesure que notre magma va refroidir, il va produire différents minéraux. On va donc avoir différentes couches dans notre chambre magmatique, en supposant que le magma qui est ici et qui a déjà perdu des minéraux ne sorte pas. Il faut qu'il soit complètement prisonnier pour qu'on puisse observer les différentes couches de minéraux qui se sont formés successivement les uns après les autres. Si je continue, donc là j'ai mon pyroxène qui se forme. Dans la théorie, après le pyroxène, on a les amphiboles qui se forment. Après les amphiboles, on a les plagioclases qui se forment. Et donc ce système-là, c'est ce qu'on appelle la cristallisation fractionnée, puisqu'on fait des fractions du magma, on sépare les magmas et les cristaux à chaque fois. Ce qu'on appelle donc le magma originel et les magmas résiduels qui vont se déplacer vers le haut. Alors pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre, on va reprendre un exemple en travaillant avec des bonbons. Comprendre la cristallisation fractionnée. On a dit à l'entrée de la chambre magmatique, on a un magma en fusion qui arrive, c'est-à-dire une soupe d'éléments chimiques non organisés. Quand cette soupe va commencer à refroidir, donc au fur et à mesure qu'elle monte, elle rentre à l'intérieur, elle refroidit, et qu'est-ce qui se passe? Les premiers à se former, et t'échappes pas de toi, le premier à se former, c'est les olivines. Pof, les olivines se forment, ils sont au milieu de cette soupe, sauf que ce sont des cristaux qui se sont formés, ils sont lourds, ils vont tomber, ils sont plus denses. Donc tous les éléments chimiques qui ont servi à fabriquer l'olivine, le fer, le magnésium, le silicium, l'oxygène, proportionnellement vont, moi je vais en laisser un petit peu là, hop, vont proportionnellement disparaître du magma d'origine. Vous voyez donc bien qu'ici, on a une couche de roche qui s'est formée, donc de la dunite, et on a donc ici ce qu'on appelle un magma résiduel, qui n'a proportionnellement pas la même composition chimique que le magma d'origine. En supposant que ce magma continue de refroidir, il va former maintenant des pyroxènes. Les pyroxènes vont se déposer, donc ils vont consommer les éléments chimiques qui se trouvent dans le magma de départ, et on va avoir un deuxième lit. Alors, sachant que les pyroxènes cristallisent toujours avec des olivines en même temps, on va avoir un deuxième lit de cristaux qui va se former ici, et on va avoir une dunite riche en pyroxène. C'est celle-là. Voilà, vous avez compris le principe de cristallisation fractionnée? En supposant maintenant que ce magma résiduel, ce deuxième magma résiduel, puisqu'on a la deuxième cristallisation fractionnée, ce deuxième magma résiduel, qui a donc proportionnellement pas la même composition chimique que le magma de départ, ni que le premier magma résiduel, en supposant qu'il n'arrive pas à s'échapper, il va continuer de refroidir, et il va former une troisième couche de roche, constituée principalement des amphiboles. Alors on va prendre les bleus pour faire les amphiboles. Donc les amphiboles vont se déposer, etc. Cette roche grenue, constituée principalement d'olivine, de pyroxène, d'amphiboles, est un gabbro. C'est ce qu'on trouve dans la croûte océanique. Donc reprenons notre situation de départ. Nous avons notre magma. Notre magma arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Soit notre magma sort tout de suite. Il trouve les sorties, hop, ça fait des coulées de lave en surface. Et on va donc avoir un refroidissement très rapide. Aucun minéral n'a eu le temps de se former. Il n'a aucun cristal de formé. Les minéraux sont peut-être formés microscopiquement, on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut passer au microscope pour les voir. Mais à l'œil nu, on ne voit aucun cristal, c'est un basalte aphérique. En supposant maintenant que notre magma il fait un court séjour, qu'il a eu le temps d'organiser des olivines. Les olivines se sont formées, d'accord, on en a quelques-unes qui ont formé un dépôt de dunite et que on a des olivines qui se sont formées là en vert, mais elles n'ont pas eu le temps de descendre. Et que ce magma, il y a une nouvelle arrivée qui arrive, ça pousse tout ça. Du coup, le magma il sort, on a une coulée volcanique avec des olivines qui se sont formées. On va donc avoir un basalte à olivine. Voilà, donc ici, quelques olivines. En supposant qu'il y ait eu beaucoup d'olivines de formées, on va obtenir une océanite, c'est-à-dire un basalte qui contient plus de 60%
d'olivine. Il peut arriver parfois que le basalte, en remontant, alors quand je dis basalte, c'est la lave à l'origine du basalte, en remontant, est entraîné avec elle un morceau de péridotite. Et on va donc avoir au milieu de notre coulée de lave un morceau de péridotite. C'est ce qu'on appelle une enclave. Et vous en avez une là. Voici un morceau de cumulat d'olivine qui était au fond de la chambre magmatique, qui s'est décroché et qui a été entraîné par le magma résiduel, que vous voyez ici n'a pas du tout cristallisé. Des gouttes de magma peuvent être projetées, vont s'enrichir en bulles d'air, être très légères, ça s'appelle des scories. Ces scories sont très brillantes. Pourquoi? Parce que la couche externe est vitrifiée. Le magma a eu un choc de température tel qu'il s'est transformé en vert. Donc ce vert, on peut présenter des irisations bleues, comme ici, qui sont dues à la présence des minéraux ferro-magnésiens. Là, nous avons une bombe volcanique. Alors, pour vous donner une idée de la longueur, voilà, ma main, mon bras, vous voyez, c'est une énorme goutte de lave, en fait, qui a été projetée à la sortie du cratère. On voit très bien la forme de goutte. D'accord, donc la partie avant, ça a été projeté dans ce sens-là. Donc cette bombe volcanique a été récupérée au sol. Elle pèse 8 kg, non fracturée. Voilà, donc c'est du basalte totalement aférique. En supposant qu'olivine, pyroxène, amphibole, tout ça se forme et reste bloqué au fond de la chambre magmatique, on va arriver dans des magmas résiduels que l'on qualifie d'acides, parce que les derniers éléments à cristalliser, c'est la silice et l'oxygène. Ils ont vraiment besoin, eux, pour s'associer de températures très basses. C'est la formation du quartz. Ici, je vous présente un granit qui s'est donc formé en profondeur suite à une masse de magma bloquée, qu'on appelle un pluton, puisqu'en général, ça prend une forme ronde. Alors, nous distinguons ici plusieurs cristaux. Vous en voyez qu'il y a des très gros qui sont formés. Ce sont les feldspaths. En plus petit, nous avons transparent des quartz ainsi qu'en rose transparente. Et ce qui est noir, c'est de la biotite. Donc ici, on a une structure entièrement grenue due au fait que le magma est resté bloqué en profondeur. Et le magma à l'origine de cette roche est un magma dit acide car il est très riche en silice. Donc, si on a une première cristallisation, que ça reste dans la chambre magmatique, on va avoir des péridotites. Si on continue à former les pyroxènes, deux possibilités, soit ça reste dans le fond de la chambre magmatique, que des cristaux, on appelle ça un gabbro, soit le magma n'a pas eu le temps de cumuler ces cristaux et remonte en surface, il va former une coulée de lave de basalte. Si on continue à bloquer en profondeur, que l'olivine pyroxène se dépose et qu'on a un magma intermédiaire riche en amphibole, en biotite, si ce magma reste bloqué dans la chambre, ça va donner une roche grenue appelée diorite. Si ce magma est évacué en surface, il va donner une coulée de lave à l'origine de l'andésite. Et si ce magma n'est pas sorti et continue de se différencier, on va avoir formation de minéraux, cette fois très riches en silice. Et ce magma-là, dit felsique, s'il reste bloqué en profondeur, va entièrement cristalliser et donner du granit. Et si ce magma très acide, puisqu'il est riche en silice, est évacué en surface, il va donner une roche type rhyolite. Alors ici, on a une série de roches formées par différenciation magmatique. Il faut savoir qu'en fonction de la composition du magma de départ, on n'aura pas la même série de roches. Tout va dépendre ici du pourcentage d'olivine et de pyroxène au départ. Donc vous avez le pourcentage de la teneur en silice, le pourcentage en volume des différents minéraux. Donc vous voyez que dans les péridotites, si je prends cette colonne, si je me trouve dans le bas de la colonne, je peux avoir des péridotites qui contiennent quasiment que de l'olivine, ou je peux avoir des péridotites qui contiennent quasiment que des pyroxènes, un petit peu d'olivine. Si je fais, donc là je suis dans l'ultra basique. Si je fais un premier refroidissement, je peux avoir donc gabbro. Si mon gabbro donc s'est formé dans la chambre magmatique, si j'ai une évacuation en surface, j'ai un basalte. Et vous voyez que je peux avoir proportionnellement plus de pyroxène que de plagioclase. L'étape suivante, ça va être la diorite avec l'andésite, ces compositions-là. On peut parler aussi de granodiorite, de dacite en fonction de la composition et de la teneur en silice. Et plus je monte dans le pourcentage élevé en teneur en silice, plus j'arrive vers les roches dites granites.